Je tiens, Madame le député, Oui, député français. vous remercier de vous être venu, ma gratitude pour être venu ici, puisque le 9 octobre dernier, je vous avais envoyé un petit mot en vous suggérant de venir ici dans le Nord-Cotentin. Et vous êtes venu, c'est pour moi un grand plaisir. Je remercie Franck Simon de s'être inscrit dans les pas de Marie-Françoise Curziel, qui était un récent délégué départemental, et d'avoir relayé, appuyé, voire confirmé avec ta fougue de hussards la présence de Madame France Jamie aujourd'hui ici. Maintenant, comme nous sommes sur le local, je tiens à dire deux ou trois choses sur Cherbourg, et j'y tiens parce qu'on est en train de revenir à Cherbourg. Le RN revient à Cherbourg, j'en suis content. Alors Cherbourg, tout le monde le sait, mais je me répète, je ferai 4 petites phrases. Cherbourg, c'est la capitale économique de la Manche. C'est 180 000 habitants, Cherbourg et son agglomération. C'est donc, si vous voulez, le poumon économique, et c'est 30 à 40% de la population du département. C'est aussi Sarral, qui accueille toutes les marines, la marine nationale, de la marine nationale à la marine marchande, en passant par la plaisance et la pêche. C'est aussi un lieu obligé pour tous les chefs d'État. Ils viennent tous. Et nous avons eu encore récemment la visite d'Emmanuel Macron à la base navale. Et enfin, c'est un trait d'union entre deux territoires. La Halle, qui est un territoire anciennement des vagues et qui est aujourd'hui le berceau du nucléaire, et le Val de Serre, que vous avez connu, que vous avez traversé hier, qui est plutôt une terre de maraîchage et plus ouvert au tourisme, avec notamment ces toboggans de la Houe et de Taïwan. Alors, Madame France Jamie, hier, vous avez donc fait un tour dans le Val de Serre à la rencontre des pêcheurs et des maraîchers. Vous avez pu les écouter, entendre leurs problèmes, peut-être être leur porte-voix d'une manière ou d'une autre, et en même temps, nous avons évoqué la question des éoliennes qui les touchent beaucoup, et qui nous touchent tous ici beaucoup. Alors, ces éoliennes, c'est quoi? Pour faire simple, c'est un massacre pour nous. C'est aussi un carnage pour notre biodiversité. Et c'est enfin, et surtout, la mort de nos pêcheurs. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me touche beaucoup. Alors, ce projet des éoliennes, il est aussi fou que le projet de la ferme à la fourchette. C'est aussi fou, et c'est ce projet qui met aujourd'hui nos agriculteurs dans la rue. Ces éoliennes, c'est 47 éoliennes sur une superficie de 150 km², avec des mâts de 300 mètres de haut. Et c'est, si vous voulez, lorsque j'entends aujourd'hui ces dirigeants qui ont concocté ce projet et se féliciter pour contribuer à la neutralité carbone, je trouve ça absolument scandaleux, puisque c'est un projet, c'est une catastrophe pour nous, sur le plan, je dirais, de la beauté du paysage des toboggans, qui sont absolument massacrés par cette ligne d'éoliennes que l'on va avoir, juste derrière les tours. Et c'est aussi, alors ça m'a beaucoup amusé, parce que j'ai lu le 18 novembre dernier, dans un rapport de la Cour des comptes, c'est-à-dire des sages de la rue Cambon, écrit texto dans le rapport de la Cour des comptes, c'est un dilemme écologique. Texto dans le rapport de la Cour des comptes. Et ils le disent, et ils citent les raisons. Elles sont simples. Destruction des espèces pendant la construction des éoliennes qui seront posées. Ensuite, ils disent pollution environnementale pendant l'exploitation, avec les lubrifiants, avec la corrosion des métaux, etc. Et troisièmement, ils disent que c'est aussi un problème pour les crustacés, les crabes, les coquillages, etc. Un risque qui va se passer. C'est quand même énorme, un problème de sécurité, un problème de responsabilité, parce que tout ça, c'est pas vu, et surtout une gêne pour les pêcheurs, puisque leur superficie de pêche va être réduite. Ils ont déjà naturalisé, etc. Donc c'est un véritable scandale qui est quasiment reconnu par les sages de la Cour Cambon,
mais que finalement, bon, on laisse filer. Donc c'est un projet qui est catastrophique, qu'on laisse faire, et qui, moi, si vous voulez, je ne trouve pas ça tout à fait normal. Alors, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, parce que ce projet colossal, démentiel, il gêne un peu quand même aux entournures, parce qu'on voit bien qu'on va vers une catastrophe. Alors, nous sommes d'origine catholique, chrétienne, etc. On a le sens du péché, il faut se faire pardonner. Donc qu'est-ce qu'ils ont décidé? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce projet? Ils ont mis 2 clauses. La première clause, c'est on va vous donner 10 millions d'euros. 10 millions d'euros pour un fonds de développement territorial. Mais ce fonds, j'ai eu la naïveté de croire qu'il allait être géré par Cherbourg, par Fleur, etc. Pas du tout. Ce fonds, il va être géré par une agence publique de la région Normandie, peut-être, Marie-Françoise. Et donc c'est Picaillon, c'est 10 millions d'euros. C'est Picaillon. Ils vont être distribués sur toute la Normandie. Et pas seulement sur Barfleur-Cherbourg. Donc vous n'aurez pas grand-chose. Là, je vous le dis tout de suite, vous n'aurez pas grand-chose. Voilà, il faudra vraiment un élu qui puisse dire non, non, j'exige que tout soit sur Barfleur, sinon vous n'aurez rien. Et le deuxième fonds, c'est 70 millions. Et vous savez pourquoi? Alors ça, c'est le pire. C'est le pire. C'est pour s'il y avait des conséquences sur la biodiversité. Donc voilà, puisqu'il pourrait y avoir des conséquences sur la biodiversité marine, on va vous allouer un fonds de 70 millions d'euros. Mais la question, le vrai problème, c'est que ces fonds qui sont mis de côté, ce n'est pas fait en quelque sorte. Il n'y a pas les études qui sont faites d'impact qui sont faites aujourd'hui. Elles sont faites après les travaux. Alors, vous voyez, c'est peine perdue, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je tenais à dire parce que c'est du vrai localisme. Puis enfin, lorsque j'entends nos élus locaux, je parle des élus locaux d'ici, alors c'est peut-être pareil à Paris, ils disent « Ah, on a quand même projeté les éoliennes à 32 km de nos côtes. C'est un bon compromis. » Et bien moi, je tiens à vous dire, c'est une véritable compromission. Parce que ces éoliennes qui sont là à 32 km, j'ai appris aussi qu'un observateur à 10 mètres de haut, a une portée de vue de 70 km. Alors, inutile de vous dire qu'à Barfleur ou à Saint-Va, nous les verrons. On les verra. Et en plus, avec leur petite pointe rouge la nuit, ce sera parfait. Et j'ajouterai à tous les mots des éoliennes, il y en a 2 qui sont 2 non-sens. Le premier non-sens, c'est sur la question industrielle. Question industrielle, la productivité d'une éolienne, comme disait Mme Frangéamé qui vient de partir, qui disait c'est rien, c'est à peine 25%, 30% en mer, au meilleur des cas. Deuxièmement, l'investissement, il est colossal. Colossal l'investissement. Donc c'est quand même pas rien. Et maintenant, ce sont des multinationales pour des parcs gigantesques. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Et troisièmement, vous avez ces fabricants de courant électrique pour les éoliennes. Ils sont soumis en fonction du prix du marché de l'électricité et du tarif de référence. Donc ça veut dire que l'État va compenser si le tarif de référence est trop bas, si le prix du marché de l'électricité est trop haut. Ouais, ça c'est déjà un problème. Et c'est un non-sens industriel, car récemment, j'ai lu dans le Figaro, pour rien vous cacher, le titre était superbe. Les éoliennes, un vent contraire. Et là, pourquoi ça? Tout simplement pour 2 raisons. 2 petites raisons. La première, c'est l'inflation. La deuxième, c'est les matières premières, qui ne sont pas françaises. Il faut les chercher en Chine ou ailleurs. Voilà. Donc, pour ces 2 petites raisons, peut-être d'autres, hein, je les ai oubliées, mais il est impossible parfois de réaliser ces parcs. Et alors, au large des États-Unis, au large de l'Angleterre, vous avez ces grands groupes, ces fabricants d'éoliennes et d'électricité, danois, suédois comme Vattenfall, ou Siemens Gamesa allemand, qui ont soit résilié leur contrat, soit reporté,
soit demander que les États puissent subventionner. Alors si les États subventionnent, c'est vous et c'est moi. Et pendant ce temps-là, on dit c'est formidable. C'est pour ça que c'est une véritable gabegie, ces éoliennes. Alors, cela dit, effectivement, c'est une gabegie. Mais c'est l'Union européenne qui est derrière tout ça. Elle est derrière tout ça depuis l'an 2000. Avec un objectif très simple, un double objectif. Le premier objectif, c'est réduire les gaz à effet de serre, doubler de la réduction du mix énergétique électrique à 50%. Et le deuxième objectif, c'est le développement des éoliennes. Alors il y a eu une série de transpositions de textes, etc. Mais pour arriver à aujourd'hui, dans un texte qui s'appelle Accélération des énergies renouvelables, qui date du mois d'octobre dernier, où là, il n'y a plus du tout mention du nucléaire. Il est seulement mention parce que Macron il est partagé, il relance le nucléaire, mais il ne faut pas trop le dire. Donc ce qu'il a fait, on redéploie les éoliennes, et c'est ce qu'il demande, et on fait sauter tous les verrous de recours possibles. Voilà. Alors, les éoliennes, il faut que vous sachiez, depuis 2007, c'est-à-dire depuis le Grenelle de l'environnement sous Nicolas Sarkozy, c'est 17 milliards. C'est bien. Alors, vous me direz que c'est pas grand-chose, 17 milliards. Notre gabegie, notre dette publique, elle est de combien? 3 000 milliards. Notre déficit commercial, il est de combien? 180 milliards. Et notre déficit public, il est de combien? Non, 172 milliards, 5% du PIB. Donc vous comprenez que 17 milliards, donc 20 milliards, quoi, on peut dire, parce que bon voilà, c'est pas grand-chose. Alors le programme de Barfleur, autant vous dire que c'est du pipi de chat. Parce que là, c'est 2 milliards d'euros pour le centre Manche 1 en investissement. Mais vous savez que ça déborde toujours, il y a toujours un dérapage. Et c'est 5 milliards d'euros pour centre Manche 2. Donc ça fait 2, 7, puis ça dérape, ça fait environ 10 milliards. Donc vous comprenez que tout ça c'est rien, mais tout ça c'est votre argent et c'est le mien. Et enfin, je vais terminer sur deux petites choses. Le 9 juin prochain, j'ai quand même un certain âge et un certain recul, le 9 juin prochain, ça m'a fait un peu penser, si vous voulez, à la grande époque des années 80, pour les plus âgés d'entre vous, où il y avait un grand débat, plus ou moins souverainiste, plus ou moins fédéraliste. Je ne sais pas si vous avez. Et alors là, on avait des vraies têtes politiques. On a eu Jean-Marie Le Pen, on a eu Jean-Pierre Chevènement, on a eu Charles Pasqua, on a eu Philippe Seguin, jusqu'au traité de Maastricht. Et là, si vous voulez, c'était donc le problème de la mainmise de l'Union européenne et de la Commission européenne qui se posait déjà. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français, avec la crise Covid, c'est-à-dire la dernière mandature, la mandature de Mme France Chamet, c'est-à-dire Covid-Ukraine, les Français ont ouvert les yeux et se sont dit qu'on perd toute notre souveraineté. Souveraineté sanitaire, souveraineté énergétique, souveraineté juridique, souveraineté migratoire, etc. Je pense que on est à un point de bascule. On est à midi moins 5. Et si nous votons mal, nous Français, mais nous Européens dans l'ensemble, on sera à midi 5 et ce sera une catastrophe. Alors, si j'en regarde les sondages, si j'en regarde l'évolution politique en général, eh bien je crois qu'aujourd'hui, on a un espoir de retrouver notre souveraineté nationale. Et si nous ne la retrouvons pas, si nous perdons ces élections au niveau européen, c'est quoi pour demain? C'est entrer dans l'Europe de 10 nouveaux pays, les pays du Balkan. Et la deuxième chose, c'est quoi? Eh bien, c'est un projet fédéraliste. Donc, voilà, je tenais à vous dire ça, parler de Barfleur, parler de l'Europe et parler des enjeux qui se jouent là actuellement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.